Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministère du Budget lance le budget d'État 2024 au Kempinski Palace. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, Mahmoud Abbas reçoit Anthony Blinken à Ramallah. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Nous débutons notre journal par ce communiqué où la République de Djibouti exprime son plein soutien au procès intenté par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice au motif qu'il a commis un génocide et a violé la Convention sur le génocide de 1948. Djibouti attend avec impatience une décision équitable qui mettra fin à l'agression brutale d'Israël contre notre peuple et nos frères dans la bande de Gaza, ainsi qu'au meurtre et au terrorisme des colons en Cisjordanie. La République de Djibouti exprime également sa profonde appréciation pour cette position morale et de principe adoptée par l'Afrique du Sud qui place les valeurs humaines au-dessus de toute autre considération. Dans le même temps, Djibouti affirme également son plein soutien aux efforts de l'Afrique du Sud par tous les moyens possibles et disponibles. Je vous le dis dans le titre, le ministère du Budget, lors d'une journée marquée d'une pierre blanche, a dévoilé le budget de l'État pour l'année 2024, marquant ainsi le début d'une feuille de route financière méticuleusement élaborée. Cette journée, placée sous le haut patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, a été rehaussée, outre les membres du gouvernement, le haut panier de l'administration, mais aussi les promoteurs économiques du pays. Ce budget ambitieux, comme nous l'avons mentionné, conçu avec soin et rigueur, vise à relever les défis actuels et futurs, tout en impulsant la croissance économique et le bien-être de la nation. Présenté comme une feuille de route financière soigneusement élaborée, ce budget vise à relever les défis présents et futurs, tout en catalysant la croissance économique et le bien-être national. Le cadre financier de l'État pour 2024 repose sur des principes fondamentaux témoignant de l'engagement du gouvernement envers le progrès et la responsabilité. En effet, une des pierres angulaires de ce budget réside dans la poursuite des allocations de ressources dans des secteurs clés tels que l'éducation, la santé, l'innovation et les infrastructures. Cette stratégie vise à renforcer le développement national et à consolider la position du pays sur la scène mondiale. De ce fait, le gouvernement affiche une détermination inébranlable à maintenir l'équilibre budgétaire tout en assurant une gestion transparente, efficace des fonds publics. Cette responsabilité financière est présentée comme une garantie de maximisation des retombées des investissements gouvernementaux pour le bien-être de la population djiboutienne. Par ailleurs, une initiative notable intégrée dans ce budget a été l'accent mis sur le paiement électronique, communément appelé e-paiement. Cette mesure novatrice est considérée comme cruciale pour la mobilisation des recettes de l'État, offrant une méthode efficace et transparente pour la collecte des impôts, des taxes et autres revenus. Cette proposition budgétaire découle d'un processus consultatif approfondi avec les parties prenantes, illustrant l'engagement du gouvernement envers la transparence et l'ouverture. Elle incarne une vision ambitieuse pour l'avenir du pays, mettant en avant des choix financiers éclairés et une gestion transparente des affaires publiques. La République du Djibouti peut ainsi anticiper une année 2024 placée sous le signe du développement et de l'équité. Eh bien, voici les propos du président de la Chambre de commerce. De politiques fiscales avantageuses, nous pourrions accélérer la transition vers une économie plus verte et durable, tout en soutenant le développement des technologies propres et en renforçant notre indépendance énergétique. Ces initiatives, nous appelons également à une gestion budgétaire responsable et une réduction de la bureaucratie qui pourrait entraver la croissance des entreprises. Une régulation équilibrée et une simplification des procédures administratives sont cruciales pour favoriser un environnement commercial florissant. Je me réjouis encore une fois et remercie le ministre
d'avoir dédié un site spécial pour les opérateurs privés des grandes entreprises cette année. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Nous sommes prêts à collaborer étroitement avec le gouvernement pour introduire des propositions budgétaires, opportunités concrètes. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où nos entreprises prospèrent, nos employés s'épanouissent et notre nation se développe. Eh bien, le ministre du Budget, M. Ousmane Ibrahim Roble, a partagé ses perspectives, affirmant que le gouvernement compte maintenir en 2024 les efforts engagés pour renforcer la dynamique de l'activité économique et assurer la stabilité macroéconomique à travers la poursuite et des réformes structurelles budgétaires. Écoutons le ministre pour plus de détails. Le budget 2024 poursuit l'objectif d'émergence et de modernisation propre à la vision 2035 symbolisée par le PND Djibouti ici, qui vise à adresser les défis structurels auxquels le pays doit faire face en termes d'inclusivité sociale, de connectivité et de renforcement de la modernisation des institutions. La réalisation de cet objectif impliquant des efforts d'assainissement budgétaire, le budget 2024 s'inscrit dans un contexte empreint de la réforme de la gestion des finances publiques. À travers le budget 2024, les priorités du gouvernement sont axées sur le maintien des efforts engagés pour renforcer la dynamique de l'activité économique et assurer la stabilité macroéconomique à travers la poursuite des réformes structurelles et budgétaires qui impliquent entre autres une mobilisation soutenue des ressources intérieures et une plus grande efficacité dans l'exécution des dépenses publiques. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, le budget 2024 présente cette année une autre particularité, une vraie particularité, celle de la transition vers le numérique de l'administration fiscale par l'intégration des technologies e-services et e-paiement dans la gestion fiscale, et c'est conformément à la réforme fiscale entamée par le ministère du Budget depuis 2022. Je me réjouis, j'en suis très fier, de citer les modules des vignettes et timbres fiscaux électroniques ainsi que la plateforme des frais d'enregistrement qui vous ont été présentés et qui seront lancés, Inch'Allah, ce mois-ci. Cette innovation témoigne de notre engagement pour une administration moderne et performante. En plus de cela, de la transformation numérique, l'administration fiscale poursuit également la réforme organisationnelle avec une restructuration de ses services et la mise en œuvre, dans un premier temps, d'une direction pour les grandes entreprises avec l'introduction de nouvelles mesures et méthodes de travail modernes et adaptées. Eh bien, dans le même sillage, le Premier ministre a souligné que le budget de l'État illustre l'ossature de la vision politique du chef de l'État. Voici le discours du Premier ministre. C'est pour moi un honneur de parrainer aujourd'hui cette journée de présentation du budget de l'État pour l'année 2024. Comme vous le savez, le budget traduit l'expression de la politique du gouvernement pour encadrer les orientations stratégiques du pays et les objectifs économiques et sociaux du gouvernement. Il précise l'ensemble des opérations financières de l'État pour l'exercice 2024, tant en recettes qu'en dépenses, et s'inscrit dans la continuité de la vision 2035 qui ambitionne de faire de notre pays un pôle économique, commercial et financier, régional et international dans l'application du deuxième plan de développement Djibouti ici à travers tous les axes stratégiques, inclusion, connectivité et institutions. Il s'inscrit également dans un contexte international où les perspectives de l'économie mondiale, avec une prévision de croissance qui devait se situer à 3% en 2024, restent fortement tributaires des perturbations du secteur financier international, du niveau élevé et de l'inflation prévue
à 4,1% des effets des multiples conflits un peu partout dans le monde et les conséquences de 3 années de pandémie de la Covid-19. Je ne saurais omettre les évolutions récentes des événements aux portes de nos frontières maritimes, avec le risque de perturbation de la navigation maritime à Bab el-Mandeb, car, comme vous le savez, l'économie djiboutienne repose sur le commerce maritime international, traitant près de 90% des exportations éthiopiennes. Les ports et les zones franches représentent environ 35,5% du PIB. Ceci dit, et malgré l'impact négatif de ces facteurs exogènes, et malgré notre constat que certains pans de notre économie nécessitent encore des efforts continus, nos performances macroéconomiques restent très positives. L'inflation devrait rester relativement stable, environ à 2,8% de la croissance, et la croissance devrait quant à elle avoisiner les 7,7% cette année. Mesdames et messieurs, pour 2024, le gouvernement compte maintenir les efforts engagés pour renforcer la dynamique de l'activité économique et assurer la stabilité macroéconomique à travers la poursuite des réformes structurelles et réglementaires dans la gestion des deniers publics avec, entre autres, un renforcement et une meilleure stratégie dans la mobilisation des recettes publiques avec matérialisation du recouvrement de certaines recettes fiscales et non fiscales, la redynamisation de l'administration fiscale et l'intégration de leurs différents systèmes d'exploitation pour une meilleure efficacité de leurs actions. Autre actualité dans cette édition de 22h, c'est aussi le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouarsama Diriye, qui a présidé la réunion virtuelle sur Zoom pour les ministres des PMA avec la directrice générale de l'OMC, Mme Ngozi Okonjo-Iweala, qui a pris part à cette réunion. En étroite collaboration avec Mme Khadra Ahmed Hassan, ambassadrice de la mission permanente de Djibouti à Genève. L'objectif de la réunion consistait à examiner et adopter le projet de déclaration des ministres des PMA préparé par les délégations à Genève et étudié par les capitales en vue de transmettre à l'OMC. Cette déclaration expose les attentes du groupe PMA pour la 13e conférence ministérielle et servira un guide pour les travaux du groupe PMA tout au long de l'année 2024. Au cours de la réunion, les ministres des PMA ont souligné que les PMA font face à de nombreux défis, notamment la sécurité alimentaire, les fractures numériques, les fractures vaccinales, les urgences humanitaires complexes et les conflits armés. Malgré ces défis, les ministres des PMA ont néanmoins resté résilients et déterminés dans leur réponse aux besoins de leur population. Ils ont reconnu que leur intervention au sein de l'OMC ont fait progresser leurs objectifs et ils ont défendu leur position pour relever les défis. Ils ont également félicité les ambassadeurs et délégations à Genève pour leur travail acharné et leur succès dans la réalisation des résultats concrets pour les PMA. Les ministres ont mis en avant et évidence les points forts de l'excellente performance du groupe des pays les moins avancés parmi les réalisations significatives du groupe des PMA à l'OMC. En conclusion, les ministres des PMA se sont convenus que les projets de déclaration adoptés aujourd'hui serviront non seulement à orienter les résultats attendus à Abu Dhabi, mais aussi guidera leurs travaux tout au long de l'année 2024. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui, qui a reçu pour la première fois le directeur général de l'ALESCO, Dr Mohamed Ould Ammar, accompagné d'une importante délégation. Cette réception de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture, les sciences intervient suite à une importante réunion de travail régional de mai dernier au ministère de la Jeunesse et de la Culture dans le cadre du projet d'inscription collective des traditions, des coutumes liées au mariage traditionnel des pays arabes, registre universel de l'UNESCO d'ici mars 2024. Cette rencontre s'est tenue en présence, outre de la ministre, du directeur général de la LESCO, les experts et techniciens représentant l'organisation, du conseiller technique principal, Idriss Moussa Ahmed, du conseiller technique chargé du monde arabe, Ahmed Chamri,
la directrice de la culture, Mme Fatouma Abdi, le directeur général par intérim de la NPC, Mahmoud Darkala, et d'autres responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Et bien après un accueil chaleureux avec le souhait d'un séjour agréable pour la délégation à Djibouti et un bref survol des choix et objectifs définis lors de la dernière réunion dans le cadre de ce projet d'inscription au ministère de la Jeunesse et de la Culture, les discussions dans la salle de réunion se sont d'emblée focalisées sur les axes de stratégie et l'ultime mise au point dans cette dernière ligne de droite dans l'optique d'universalité, le patrimoine immatériel lié au mariage traditionnel des pays arabes le 24 mars prochain. Le directeur général de l'ALESCO s'est montré fier d'appuyer le ministère de la Jeunesse et de la Culture des ateliers pour renforcement des capacités, la promotion de la langue arabe, soutien matériel et logistique, et c'est à travers un mémorandum. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assoué, évoquant la riche expérience du ministère de la Jeunesse et de la Culture en matière de sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel, couronné récemment par l'inscription du Héros à l'UNESCO, a pleinement assuré ses interlocuteurs de l'appui, collaboration et partage de son département ministériel avec l'ALESCO pour ses initiatives en Épiphanie dans le cadre de la promotion culturelle arabe. Cette réunion au cabinet s'est clôturée par des échanges de cadeaux et enfin la délégation en compagnie de la ministre de la Culture s'est rendue au département de la Bibliothèque et des Archives nationales, accueillie chaleureusement par les cadres et les hauts responsables de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Le directeur général s'est déclaré enthousiaste, réitérant son engagement de soutien inconditionnel aux dynamiques d'approche visant à promouvoir l'essor de la culture, la préservation et la sauvegarde des patrimoines matériels et immatériels et sa transmission aux jeunes générations. Le prestigieux Kempinski Hotel a été le théâtre de la première édition du dîner de gala sportif organisé par le secrétariat d'État chargé des sports. Cet événement exceptionnel a été dédié à l'honneur des anciens sportifs qui ont fièrement représenté les couleurs nationales au fil des années. La soirée a rassemblé une pléiade de personnalités éminentes, parmi lesquelles figuraient le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, le ministre du budget, Sban Ibrahim Roble, le ministre du commerce, Mohamed Warsama, la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, ainsi que la secrétaire d'État à l'investissement, Mme Safia Mohamed Ali Gadile. La présence marquante des parlementaires, des représentants des corps armés, des présidents des fédérations sportives et de la grande famille sportive a ajouté une touche prestigieuse à l'événement. L'atmosphère de la soirée a été portée à son comble par une succession d'artistes nationaux qui ont animé le micro, créant une ambiance incroyable. Nos artistes ont offert des performances mémorables, ajoutant une dimension festive à la célébration. L'ensemble des médailles que nous avons remportées l'année 2023, nous avons 39 médailles pour l'athlétisme. Au niveau du championnat d'athlétisme, Eh bien, ce dîner de gala sportif restera gravé dans les mémoires comme un succès retentissant, célébrant le patrimoine sportif national et honorant ceux qui ont contribué à son rayonnement. Une soirée mémorable qui a souligné l'importance du sport en tant que vecteur d'unité nationale et de fierté. Écoutons le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil. je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour ce premier gala qui nous honore toutes et tous ici présents et qui ont bien voulu répondre sportivement à notre invitation. C'est l'occasion exceptionnelle pour moi de vous rencontrer toutes et tous réunis et de mettre à l'honneur celles et ceux qui se sont particulièrement distingués
hier et aujourd'hui dans le développement du sport national. L'occasion aussi de mettre l'accent sur les valeurs si importantes du sport. Je veux parler du respect de l'adversaire, de l'humilité face à l'effort, du dépassement du soi, du courage et de la passion. Ce sont des valeurs qui ne valent d'ailleurs pas seulement dans les enceintes sportives, mais aussi dans toute la société et tous les âges de l'existence. Le sport a cette unique vertu de les enseigner et de les massifier. L'année 2023 a été particulièrement riche en sport car nos jeunes athlètes se sont démarqués aux Jeux de la francophonie le mois de juillet dernier, en équipe et en solo, par leur ténacité, leur investissement, leur esprit sportif, leur endurance en récoltant des pluies de médailles et de trophées de grande valeur, l'or, l'argent et le bronze. Ils ont honoré ainsi notre pays et je voudrais leur adresser mes vives félicitations. Cette première édition du gala sportif est dédiée spécialement aux sportifs nationaux de toutes les disciplines sportives confondues qui ont brillé et marqué de leur empreinte, leur courage et motivation dans le milieu sportif au cours des années 1970-1980. Néanmoins, je voudrais souligner que les nouvelles générations sont aussi des partis et assurent en ce sens que les prochaines cérémonies de gala sportif se tiendront tous les ans désormais et rendront hommage aux sportifs d'hier et d'aujourd'hui. Pour conclure, je voudrais adresser mes plus vifs remerciements au président de la République, chef du gouvernement, El Hadj Ismaël Maguellé, qui place toujours au premier rang de ses préoccupations le développement et la promotion du sport dans toute sa splendeur. Je voudrais souligner qu'à part le président de la République, il est indéniable que le sport national fait résonner fort l'hymne national partout dans les arènes sportives du monde ces dernières décennies. Mes remerciements vont à l'ensemble de la communauté sportive nationale qui reste le premier partenaire du SES pour faire avancer le sport. Eh bien, le point d'orgue de la célébration fut la remise des médailles et distinctions honorifiques aux anciennes légendes du sport. Un moment émouvant où la reconnaissance a été rendue à ces héros qui ont marqué de manière indélébile l'histoire sportive nationale, mettant en lumière leurs réalisations exceptionnelles dans leur discipline. Où les valeurs du sport ayant écrit les premières lignes glorieuses de notre histoire sportive. Leur exploit demeure gravé dans nos mémoires et continue d'inspirer les générations futures. Mais ce soir n'est pas simplement un hommage au passé. C'est le commencement d'une tradition nouvelle. Une tradition qui, dans les années à venir, illuminera les présents en célébrant les héros actuels,
la prochaine édition verra l'instauration d'une nouvelle coutume, celle de célébrer chaque année les sportifs qui auront brillé par leur performance exceptionnelle au cours de l'année écoulée. Ce gala deviendra ainsi un rendez-vous annuel où nous célébrerons la réussite, les talents et les dévouements des héros de nos jours qui portent haut les couleurs de notre pays, tout en perpétuant le respect et l'admiration envers nos glorieux anciens. Je vous remercie, chacun et chacune d'entre vous, pour votre présence et votre soutien. Que cette soirée soit le prélude d'une tradition prestigieuse et inspirante, où nous célébrerons avec fierté les réalisations des héros contemporains qui honorent notre patrie par leur... Eh bien, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions lors de la première édition du dîner de gala sportif organisé par le secrétariat d'État chargé des sports. C'est un honneur, un plaisir et une joie d'être ici ce soir. Je voudrais remercier le secrétaire d'État et son équipe qui a organisé cette soirée. Je voudrais les remercier pour cette initiative qui m'a vraiment fait remonter le temps, 40 ans en arrière, sur le terrain d'handball où on était récompensé en tant que meilleur joueur, meilleure joueuse, meilleur buteur, etc. Mais franchement, je ne sais pas comment exprimer ma joie. Tout ce que je peux leur dire, c'est félicitations pour cette soirée et merci beaucoup. Ce soir, c'est franchement un grand honneur, un plaisir d'être honoré parmi les lauréats qui ont été félicités et qui ont eu également aussi des médailles. J'espère que pour ceux qui vont nous suivre, pour ceux qui vont venir aussi, nous soyons... Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, M. Nabil Mohamed Ahmed, qui a reçu dans la matinée d'aujourd'hui une délégation de la LESCO, l'organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences conduite par Dr Mohamed Ould Ammar, directeur général de la LESCO. Les discussions portées sur les voies et moyens de renforcer les liens entre l'enseignement supérieur et les sciences dans les pays arabes. L'organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, installée à Tunis, travaille sous l'égide de la Ligue arabe pour essentiellement promouvoir la langue arabe et en développant les domaines de l'éducation, de la culture et des consciences au niveau régional et national, ainsi qu'en coordonnant et entre les États membres arabes. L'organisation a été créée conformément au 3e article de la Charte de l'unité culturelle arabe et a été officiellement annoncée au Caire le 25 juillet 1970. Autre information dans cette édition de 22h, eh bien, c'est la 2e unité de la police constituée de la gendarmerie nationale qui s'est envolée aujourd'hui à 5h du matin pour la Centrafrique. Poursuivre l'héritage laissé par les vaillants gendarmes de la première unité, lesquels ont démontré un courage exceptionnel et une volonté inébranlable de construire un avenir plus stable pour les frères centrafricains. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, et une délégation d'officiers supérieurs ont fait une aide d'honneur au profit de la FPU-2. Le chef militaire s'est exprimé en ces termes. Toute la gendarmerie est unie derrière la FPU-2, reconnaissant son sacrifice pour la cause de la paix. Sa mission n'est pas uniquement un engagement envers la nation, mais aussi un témoignage de la solidarité internationale dans la construction d'un monde plus pacifique. Il a souhaité à chaque membre de l'unité un voyage sûr et couronné de succès. Avant de poursuivre, puissiez-vous être source d'espoir et de réconfort pour nos frères centrafricains qui aspirent à la paix. C'est avec une assurance parfaite et une admirable détermination que les gendarmes de la FPU-2 ont embarqué dans l'avion de la compagnie Ethiopian Airlines, affrété par les Nations Unies, prêts à relever les défis avec professionnalisme et abnégation. Pour terminer, le chef d'état-major de la gendarmerie a saisi l'occasion pour témoigner sa plus grande et profonde gratitude en son nom personnel et en celui de l'ensemble des gendarmes et du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, chef suprême des armées, pour son soutien multiforme et inconditionnel
à la gendarmerie dans le cadre de la réussite du déploiement d'unités de police constituées en mission de maintien de la paix en République centrafricaine. Direction le sud du pays, où dans le cadre des opérations de contrôle des stocks, les inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme, en collaboration avec la préfecture et du conseil régional, ont procédé à une vaste opération d'une collecte des stocks dans la région d'Ali Sébié. Ce projet est financé par la Banque mondiale dans le cadre de la riposte d'urgence à la crise alimentaire. En premier lieu, les inspecteurs du ministère du Commerce ont eu une rencontre avec les principaux responsables des établissements de stockage et de distribution de la région, en présence du deuxième adjoint du préfet de la région, M. Omar Abdi Sougué, du vice-président du conseil régional, M. Nour Saïd Geldon. Le but de ce contrôle est de relever la gestion des stocks et vérifier la pratique des prix homologués par le ministère du Commerce. Ils ont constaté que les stocks sont suffisamment pour couvrir les besoins de la population de la région. D'autre part, en vue d'assurer un suivi permanent de la situation, des mesures ont été prises par le ministère du Commerce afin d'activer les stocks stratégiques en nature et fiduciaire pour maintenir la stabilité des prix et de gérer l'inflation. Enfin, les inspecteurs du ministère du Commerce ont lancé un appel à la mise de garde de respect des prix homologués par le ministère du Commerce. Contrôle des stocks, les inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme ont lancé un mouvement de stock dans la région d'Ali Sébié. Ce projet est financé par la Banque mondiale dans le cadre des ripostes d'urgence de la crise alimentaire. Le but de ces contrôles est de relever la gestion des stocks et de vérifier les pratiques des prix non homologués. En effet, les inspecteurs du ministère du Commerce ont rencontré les responsables des établissements de stockage et de distribution de la région d'Ali Sébié. Ils ont constaté aussi que les stocks sont suffisants pour couvrir les besoins de la population d'Ali Sébié. Également, je remercie le préfet de la région d'Ali Sébié et ses collaborateurs pour leur appui inlassable pour le bon déroulement de ces contrôles. On reste toujours dans le sud du pays où le collège de Dikil, en collaboration avec les parents d'élèves, ont organisé pour la 7e année consécutive une cérémonie de remise des prix pour les meilleurs élèves de l'établissement. Ces différents prix ont été décernés pour plus de 60 élèves qui se sont démarqués de leurs pairs en obtenant une moyenne supérieure ou égale à 16 au premier semestre de l'année en cours 2023-2024. Les différents prix ont été accompagnés par des tableaux d'honneur pour les élèves qui ont eu une moyenne de 19, 18 et 17, ainsi que les certificats de témoignage de satisfaction aux élèves ayant obtenu une moyenne de 16. En effet, cette cérémonie a été honorée par la présence des autorités civiles et militaires de la région de Dikil, ainsi que l'inspecteur régional, le chef du service de l'éducation de Dikil. Un mini-reportage sur la traditionnelle cérémonie des remises des récompenses des années précédentes a été projeté pour le public. Les parents d'élèves présents à la cérémonie ont exprimé leur satisfaction et ont salué la pérennisation de cette initiative qui dure depuis 2018. Cet établissement, c'est vraiment une cérémonie qui mérite d'être saluée à sa juste valeur, puisqu'il est de notre mission d'encourager les élèves à poursuivre leurs efforts pour qu'on puisse valoriser bien sûr leur travail acharné qu'ils mènent quotidiennement afin de se distinguer de leurs camarades. Je adresse mes sincères félicitations au principal de cet établissement qui œuvre bien sûr pour la qualité des enseignements apprentissages, sans oublier bien sûr les professeurs qui exercent dans cet établissement pour leurs contributions remarquables. Récompenser plus de 60 élèves, ce n'est pas quelque chose de facile, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de budget. C'est vraiment honorable à ce que
chaque trimestre et chaque année, les collèges de Dikil renouvellent cette cérémonie. Écoutons un extrait du principal du collège de Dikil. Moi, ici, de vous présenter mes remerciements d'avoir répondu à nos invitations qu'on vous a émises pour célébrer aujourd'hui ensemble la 7e édition de la remise des prix aux meilleurs élèves de l'établissement. Comme on sait, on célèbre chaque année, pour la 7e année consécutive, les récompenses pour motiver les élèves de l'établissement afin qu'ils puissent se dépasser, se surpasser aussi. Et ça sert pour nous le fait de se surpasser au 2e trimestre et au 3e trimestre. Donc je tiens à remercier d'abord les parents d'élèves qui ne cessent d'œuvrer pour la réussite de leurs élèves, sans oublier les professeurs qui aussi les suivent de près dans les classes et l'administration aussi qui sert l'intermédiaire entre les parents et les élèves. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons plus de 60 élèves qui seront récompensés par les différents personnels ici présents. Donc si je vous présente un peu, chaque année on est en train de récompenser tous les élèves qui ont eu une note supérieure ou égale à 16. L'intervalle qu'on prend, c'est toujours les élèves qui ont une note supérieure ou égale à 16. Donc ces travaux ne seraient pas possibles sans l'intervention ou bien sans l'épaulement de notre ministre de l'Éducation nationale, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahamoud, qui œuvre sans cesse pour la qualité de l'enseignement-apprentissage. Nous les remercions infiniment. Voici les propos de l'inspecteur régional lors de la cérémonie. Fierté, c'est un honneur d'être présent aussi à cette magnifique cérémonie de remise de prix à tous les lauréats gagnants. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter Monsieur le Principal pour garder cette initiative loi. J'étais surpris de lire ici que c'est la 7e édition. Là, bravo, Monsieur le Principal. Cette cérémonie est certainement le fruit de son dévouement constant en faveur du progrès des élèves. Cette initiative vise à stimuler une saine concurrence entre les élèves, tout en améliorant la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, ce qui se traduira inévitablement par une augmentation de taux de réussite. Je veux que la région de Dikil se démontre au niveau des régions et au niveau national, et ça c'est un engagement personnel. Déjà les premiers résultats, Dikil commence à s'imposer. On est là, on doit se démontrer, on doit montrer notre présence, ne vous en faites pas, je suis là, je travaille jour et nuit pour la réussite des élèves. Je tiens à saluer cette tradition que vous avez instaurée qui favorise la compétitivité entre les élèves et améliorer la qualité de l'enseignement, ce qui contribue indéniablement à leur réussite. Ça, je suis convaincu que la réussite sera au rendez-vous. Je vous encourage vivement, Monsieur le Principal, à continuer ce noble combat pour aider nos élèves à réussir. Vos engagements envers leur réussite est véritablement inspirant, représente pour moi un indicateur. Pour moi, le fait qu'il y ait des cérémonies pareilles, une concurrence, c'est un indicateur de la réussite. Du sud, je vous emmène au nord du pays, où le port autonome de Tadjoura a été le théâtre d'un exercice de simulation jeudi dernier, conformément au Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. L'objectif principal de cet exercice de grande envergure était de tester la capacité de coordination et de réaction en cas de situation d'urgence au port de Tadjoura. En effet, plusieurs entités ont pris part à cet exercice de simulation. D'abord, il était question de tester la réactivité des agents du port et surtout le temps de réaction ainsi que l'efficacité des pompiers, agents de sécurité et autres personnels du port face à un danger. Une fois alertés, les éléments de la gendarmerie nationale se sont exercés à comment maîtriser les perturbateurs, assaillants et tout autre malfaiteur. Par la suite, assurer la sécurité des biens et des personnes sans entraver les bons fonctionnements des parties non concernées.
En parallèle, l'équipe médicale du centre médico-hospitalier de Tadjoura est intervenue pour assurer les soins et l'évacuation des blessés et apporter une assistance aux personnes. Par la suite, il a été mis à l'épreuve non seulement le temps de réaction, la capacité et la vigilance des différents intervenants extérieurs, à savoir les gendarmes et l'équipe médicale du centre hospitalier de Tadjoura. Par la même occasion, il a été à mesure le niveau de coordination entre les différentes entités, entre elles, en temps de crise et face à une situation d'urgence. Le médecin-chef du CMH a pu tester la réactivité, la coordination et surtout l'efficacité de son équipe en situation de danger. Un travail plutôt de triage a été mené en amont par les pompiers du port en étroite collaboration avec les médecins. Par la suite, les éléments des officiers judiciaires ont testé leur capacité à mener une enquête dans les plus brefs délais, tout en étant sous pression. Le préfet de la région Tadjoura, pour sa part, suivait le déroulement de l'exercice depuis un poste de contrôle avancé comme en situation réelle et s'est dit enthousiaste quant aux capacités de réaction, de coordination et surtout d'efficacité des différents intervenants. De son côté, le directeur général du port autonome de Tadjoura, Omar Hassan Omar, s'est dit fier d'avoir pu réaliser cet exercice qui répond certes aux normes de sûreté, mais qui permet de tester la réactivité, la coordination et l'efficacité des différentes entités intervenant en cas de danger. Il se félicite du bon déroulement de l'exercice et a mis l'accent sur l'effort que fournit le port de Tadjoura pour assurer la sécurité des biens et des personnes dans un contexte régional. Régional à présent, la capitale somalienne, Mogadiscio, s'est enflammée aujourd'hui alors que des milliers de citoyens ont exprimé leur indignation face à l'accord controversé signé à Addis Abeba en début d'année. C'est dans 20 km de la précieuse mer de Somalie. Cette colère populaire a rassemblé une multitude de voix, des travailleurs, aux étudiants, des civils, aux forces armées. Le ministre de l'Intérieur, Ahmed Ma'alem Fiqi, a tenu des discussions cruciales avec les représentants gouvernementaux pour calmer les esprits en ébullition. Dans le même temps, le ministre d'État de la Sécurité, Mohamed Ali Haga, a pris la parole pour réaffirmer la position du gouvernement face à la controversée. Les jeunes manifestants ont partagé leurs sentiments avec le commandant du département de la police générale de la région de Banadir, soulignant l'importance de la mer de Somalie dans l'identité nationale somalienne. Depuis la signature de l'accord entre le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président de la République autoproclamée du Somaliland, Moussa Bihi, une vague d'émotions a balayé la Somalie, déclenchant des manifestations à travers le pays. Le monde observe attentivement le soutien international à l'intégrité territoriale somalienne, considérée comme inviolable. La situation reste sous haute tension et les prochains développements seront scrutés avec une attention particulière. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas mercredi en Cisjordanie, territoire occupé par Israël. Au cours de cette rencontre, M. Blinken s'est engagé à promouvoir des réformes en matière de gouvernance dans le cadre des initiatives américaines visant à mobiliser la région en faveur des plans post-conflit pour Gaza, notamment en soutenant l'établissement d'un État palestinien. M. Blinken a réaffirmé avoir obtenu des engagements de nombreux pays de la région pour soutenir la reconstruction et la gouvernance de Gaza après le récent conflit entre Israël et la résistance du Hamas. Il a souligné la possibilité d'une normalisation israélo-arabe plus étendue, conditionnée à l'avancement vers la création d'un État palestinien. Cependant, cette approche s'est heurtée à des obstacles substantiels. Le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu s'oppose fermement à la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés. Le programme continue. Restez avec nous. Bon week-end à vous.